Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par l'IREV et la DRAC. Je vais laisser Florence Lemoine vous accueillir. Merci Morgane. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci pour votre présence ce matin à ce troisième temps de webinaire organisé par la DRAC et l'IREV. C'est un webinaire, pour rappel, qui est destiné à la fois aux professionnels de la politique de la ville et aux professionnels de la culture. L'idée, c'est toujours de partir d'un outil d'une politique publique pour sensibiliser les professionnels de la politique de la ville, les accompagner en ingénierie en leur apportant à la fois des connaissances théoriques et aussi pratiques pour permettre aussi d'aborder les fondamentaux et les grands champs d'intervention de la DRAC en QPV et aussi d'aborder l'enjeu des droits culturels, de la coopération, des présences artistiques longues et des enjeux de co-construction et de participation des habitants. Et bien sûr, vous réunir professionnels de la politique de la ville et de la culture pour favoriser l'interconnaissance. Aujourd'hui, on se réunit pour la troisième fois. L'idée, c'est toujours, comme je le disais, de partir d'un outil pour appréhender tous les enjeux derrière. Un premier webinaire au sujet des microfolies nous avait réunis, puis au sujet du pass culture. Et aujourd'hui, c'est un webinaire qui s'ouvre, qui sera en deux volets. Le premier aujourd'hui au sujet des résidences missions et des conventionnements d'éducation artistique et culturelle au sens large, pour se réunir une seconde fois à l'automne pour aborder plus précisément les résidences missions en QPV, ce qu'on appelle le programme quartier, qui est le mode d'intervention de la DRAC en quartier politique de la ville. Donc le webinaire aujourd'hui qui nous réunit, il abordera le principe et les enjeux des résidences missions, comment créer une dynamique en faveur de l'éducation artistique et culturelle et du développement territorial à long terme et en faveur des habitants du territoire, comment mettre en mouvement une grande diversité d'acteurs, de professionnels et d'habitants et plus largement mettre en mouvement un territoire et comment faire rayonner des présences artistiques professionnelles sur un territoire au bénéfice des habitants sur leurs différents temps de vie, notamment ceux du quotidien, ainsi que les EPCI, afin d'inscrire durablement les enjeux d'éducation artistique et culturelle sur le territoire. Donc, sans plus tarder, on va passer au déroulé et à l'entrée concrète dans tous ces sujets. Après un premier temps de présentation de la stratégie de déploiement des résidences missions et des conventionnements d'éducation artistique et culturelle par mes collègues Peggy Leroy, directrice de pôle, et Charlotte Kerzan, conseillère action culturelle et territoriale, on échangera autour d'une table ronde sur les conditions de réussite et les enseignements issus de ces expériences sur les territoires, avec Véronique Olgado et Claire Debout, qui sont coordinatrices de Cléa, donc qui mettent en œuvre ces résidences missions sur le territoire, Christelle Pouillard, qui est élue, Jérôme Giller, artiste, Isabelle Serrault, journaliste, et Colette Dréan, conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC, que je remercie très chaleureusement, ainsi que l'IREV pour la co-organisation de ce webinaire. Sans plus tarder, je passe la parole à Charlotte Kerzan et Peggy Leroy. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour ce temps d'échange partagé. Merci à Morgane Petit et à notre collègue Florence Lemoine qui a rappelé de manière très précise et de manière très claire à la fois l'enjeu de nos temps d'échange ce matin et le plaisir de pouvoir toutes et toutes se retrouver dans ce format. Vraiment, je m'en réjouis et je vous en remercie. Sans plus attendre, pour laisser le plus possible de temps aux échanges, aux discussions et aux présentations qui viendront illustrer de manière précise, concrète, vivante, sensible le propos introductif que nous vous proposons de faire en termes de panorama avec Charlotte et à deux voix. Je me lance, nous commençons. Euh, Peut-être le savez-vous, si c'est le cas, mille excuses pour l'effet de redite que ça pourrait être auprès de vous. Nous avons la chance, depuis de nombreuses années maintenant, près d'une vingtaine d'années, d'avoir une relation très étroite sur l'ensemble du territoire avec tous les niveaux de collectivité et leur regroupement.
qu'il s'agisse du conseil régional, qu'il s'agisse des conseils départementaux, mais également et avant tout, presque je dirais, de l'entrée d'hyper-proximité que recouvrent les établissements publics de coopération intercommunales, les EPCI, qui auprès de vous au quotidien se caractérisent par les communautés de communes, les communautés d'agglomération ou les communautés urbaines ou les métropoles, si on peut prendre l'exemple de la métropole européenne de Lille. On a cette relation très étroite parce que depuis toujours dans cette région, on voit l'immensité de l'enjeu de toucher les habitants dans tous les temps de vie et l'extrême fragilité de la population qui compose l'ensemble de nos territoires. Malheureusement, la situation actuelle nous montre que le constat qu'on faisait il y a déjà une vingtaine d'années est encore à l'œuvre. Donc, on a aussi comme obligation et nécessité absolue de pouvoir en particulier toucher les enfants et les jeunes dans tout leur temps de vie et en particulier dans le temps scolaire parce que c'est aussi un élément de puissant levier pour pouvoir être en dialogue sous des formes ou d'autres avec les enfants et les jeunes dans leur cadre familial, dans leur cadre amical. Mais ça serait très restrictif d'imaginer qu'on arrive tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est vraiment cette dynamique à l'œuvre. Tous les services de l'État réunis, quels qu'ils soient, santé, justice, handicap, éducation nationale, champ de la cohésion sociale, bien sûr, petite enfance. Je m'arrête là pour pas être plus long parce que vous les connaissez autant que moi et vous travaillez soit dans le secteur directement comme agent, soit vous êtes en dialogue étroit avec ces différents services. L'enjeu, c'est bien sûr de tendre vers une généralisation, tendre vers des territoires où il n'y ait pas un seul habitant qui puisse passer à côté d'une relation sensible, d'une relation de l'ordre de la rencontre avec l'art et la culture sous toutes ses formes et permettre qu'il exerce pleinement sa vie et sa citoyenneté culturelle. Quand on dit ça, bien sûr, c'est une visée, c'est un objectif, donc tendre vers une démocratisation complète, tendre vers une généralisation. On sait qu'on a encore beaucoup de paliers, d'étapes à franchir, mais on pense sincèrement que l'entrée territoriale est un facteur déterminant pour faire levier à destination du plus grand nombre. Et ça nous paraît aussi essentiel de se retrouver dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que dans l'illustration que vous aurez aujourd'hui, vous verrez qu'on peut, on a la chance d'être aujourd'hui dans une forme de contractualisation et de conventionnement à des fins d'éducation artistique et culturelle avec 73 des 91 EPCI qui couvrent aujourd'hui la région. On a la chance d'avoir cette très grande mobilisation aussi dans la sphère et l'engagement des artistes auteurs, des journalistes. Certains que je salue sont avec nous aujourd'hui pour montrer la force du propos et la manière dont les choses s'organisent, mais pour être aussi pleinement dans le respect de leur spécificité et de la nature de leur travail pour qu'ils ne soient pas confondus avec d'autres natures de professionnels qui ont absolument toute leur place dans le paysage et notamment que l'on retrouve dans le champ de la politique de la ville. Et je pense en particulier au rôle essentiel des animateurs et des éducateurs, ensemble des professionnels éducatifs qui maillent le territoire dans la très grande diversité des contextes professionnels. Cette entrée territoriale, elle permet d'avoir cette chance de pouvoir réunir dans un même bassin de vie une grande diversité de structures et de professionnels qui, à un titre, à un autre, interviennent, échangent, accompagnent des habitants
des publics, parfois captifs, parfois pas, qu'ils croisent en tous les cas, ou qui fréquentent leur lieu, ou bien qui proposent des dispositifs et programmes qui s'adressent à eux en priorité. Et là, je pense là aussi, bien sûr, dans mon propos de manière très forte, aux enjeux qui nous réunissent et qui vous réunissent et qui vous animent autour de la politique de la ville, et donc de s'adresser le plus possible avec une offre, des contenus qui permettent de toucher la population relevant de la politique de la ville dans tout leur contexte de vie et de dialogue avec les structures sociales, socio-culturelles, culturelles et artistiques. Et donc, on sait que c'est autant d'occasions de traiter l'éducation artistique et culturelle, qui est véritablement un puissant levier, notamment dans cette région, et cela de manière durable, par l'entrée territoriale, en se disant que en, en touchant, formant, accompagnant, invitant, désintimidant, l'ensemble des professionnels qui sont en dialogue régulier avec des publics et des habitants du territoire, et on rentrera dans le détail tout à l'heure et j'arrêterai là mon propos, c'est autant d'occasions de pouvoir notamment s'adresser aux tout premiers bénéficiaires de l'ensemble de l'offre, des contenus, des présences, des rencontres qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui sont mobilisées tout à la fois par des présences artistiques contemporaines absolument incroyables, des présences de journalistes qui dédient du temps disponible pour être dans ces différentes rencontres et dans le souci aussi de créer des conditions d'émerveillement, de formes les plus étonnantes, et puis du sensible, et sans pour autant jamais ne défendre des domaines artistiques plutôt que d'autres. Oh, les partenaires qui nous connaissent bien savent qu'on défend avec beaucoup de régularité l'infidélité artistique pour permettre le plus possible de pouvoir chacun des habitants de ces territoires être au contact de différentes formes et de différents supports qui relèvent tout à la fois du champ artistique et culturel. Je m'arrêterai là, j'espère pas avoir été trop longue. Charlotte, je te remercie infiniment, je sais que tu vas rentrer là plus avant dans le concret avec les différentes formes que nous privilégions depuis de nombreuses années et qui sont les résidences missions à des fins d'éducation artistique et culturelle. Merci Peggy, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, dans la continuité du propos de Peggy et pour aussi introduire la table ronde, on souhaitait aussi vous proposer un focus sur l'outil de la résidence mission, qui est un principe propre à la région Hauts-de-France et qui constitue vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble de notre stratégie régionale d'éducation artistique et culturelle. Et cet outil, on va le retrouver tout à la fois dans le cadre des conventionnements territoriaux, mais aussi dans d'autres contextes, à l'échelle d'un territoire scolaire, d'un territoire universitaire, d'un établissement de santé, d'une auberge de jeunesse, etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur quelques définitions afin qu'on soit tous bien alignés et de pas non plus nous perdre dans un jargon qui est propre à nos différents contextes professionnels et qui peut parfois susciter des incompréhensions. De manière générale, par résidence, on entend un dispositif qui va permettre à un artiste professionnel ou à un collectif d'artistes de pouvoir s'installer temporairement dans un lieu, dans un atelier, dans une galerie, dans une école, une médiathèque, un quartier, afin de pouvoir y mener un projet artistique de recherche, de création, de médiation, de sensibilisation en fonction de la typologie de la résidence concernée. Dans le cadre spécifique de la résidence mission qui nous réunit aujourd'hui, l'artiste professionnel, et j'insiste sur cet aspect parce que c'est vraiment un prérequis qui est fondamental, cet artiste, il est invité à venir s'installer sur un territoire, sur un temps long, sur une période pouvant aller de 2 à 4 mois, pour aller au-devant des habitants, partager son univers artistique, sa démarche de création et déployer des projets, des actions qui sont fortement ancrées dans le territoire concerné.
Et d'ailleurs, plutôt que de vous dire ce qu'est une résidence mission, je vous propose de plutôt vous expliquer ce qu'elle n'est pas. Donc, une résidence mission, ce n'est pas une résidence de création, puisque l'artiste n'est pas accueilli pour créer une œuvre ou mener un projet personnel de production artistique, puisqu'il n'y a ni enjeu de création, ni enjeu de production d'œuvre. Une résidence mission, c'est pas non plus une prestation de service ou d'animation, puisque l'artiste n'est pas là pour animer des ateliers de pratique artistique ou pour répondre à des commandes. Et il n'est pas là non plus pour se substituer à la présence d'un professionnel, puisqu'il est vraiment missionné en tant que créateur, en tant qu'artiste. Et donc, il est là pour proposer une rencontre avec sa démarche artistique qu'il va adapter au contexte, au public et aux habitants bénéficiaires. Et donc, pour ce faire, en amont de la phase de mise en œuvre, l'artiste va aller à la rencontre, dans un premier temps, des professionnels pour présenter sa démarche, s'imprégner de leur quotidien professionnel, afin de pouvoir imaginer conjointement la meilleure façon de partager son univers. Et donc, chaque proposition en ce sens est unique et elle va pouvoir revêtir des formes extrêmement variées, spectaculaires ou confidentielles, annoncées ou pouvant jouer de l'effet de surprise, pouvant se déployer au sein d'une structure ou dans l'espace public, et où systématiquement l'habitant, l'usager, le résident aura une position centrale et où leur implication sera recherchée. Il ne s'agit pas non plus d'un stage ou d'un atelier isolé, mais bien d'un temps long de présence sur un territoire pour pouvoir établir un dialogue durable avec les habitants et les structures partenaires. Donc, en résumé, une résidence mission, c'est avant tout une rencontre organisée entre un territoire, ses enjeux, ses spécificités, ses acteurs, ses habitants, et des artistes professionnels qui sont sélectionnés par le biais d'appels à candidature, à la fois pour la qualité de leurs propos artistiques, mais aussi leur capacité à s'adapter à une grande diversité de contextes territoriaux, et qui va se concrétiser par des actions artistiques et culturelles co-construites, non instrumentalisées et impliquant activement les acteurs et les habitants. Alors, quand on présente la résidence mission, on nous répond souvent OK, c'est très bien, c'est formidable ce que vous nous proposez. Mais concrètement, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que l'artiste va proposer aux habitants, à nos usagers, à nos publics, etc. Alors, c'est très difficile à illustrer parce que ce qui est proposé ici n'est pas forcément transposable ailleurs. À mon sens, il faut surtout, il faut avant tout le vivre de manière sensible pour pouvoir le comprendre pleinement. Alors, quand je dis ça, je dis rien et ça peut être parfois très déstabilisant comme réponse. Mais le point de départ doit rester l'envie d'inviter un artiste à proposer un regard extérieur, neuf, souvent surprenant, et aussi la disponibilité à se laisser embarquer dans cette aventure avec ses imprévus, ses fragilités, bien sûr. Et c'est précisément cette ouverture qui va permettre à la résidence mission, en tout cas à l'artiste, de produire des échanges riches et inattendus, où l'artiste et les habitants co-construisent ensemble des expériences uniques et singulières. Donc, si vous souhaitez pouvoir bénéficier d'un temps de présence d'un artiste dans ce cadre-là, c'est assez simple. Il vous suffit simplement de vous rapprocher des coordinateurs ou coordinatrices du contrat du territoire d'implantation. Je ne sais pas s'il y a un compte-rendu qui va être produit à l'issue du webinaire, mais on pourra vous adresser la liste des territoires concernés par une contractualisation d'éducation artistique et culturelle. Et comme ça, vous pourrez avoir accès aux coordonnées des référents sur les territoires concernés. Et aussi, pour illustrer ce qu'est une résidence mission,
Depuis de longues années, on a un partenariat avec l'association Heure Exquise qui alimente une collection de courts-métrages appelée Regard porté sur l'éducation artistique et culturelle. Et donc, chaque année, Heure Exquise missionne des artistes de l'image animée, des documentaristes, à venir poser leur regard sur ces résidences qui se déploient sur les territoires. C'est très intéressant parce que ça donne à la fois la parole aux professionnels, aux artistes, aux habitants, aux jeunes qui bénéficient de ces présences et ça permet aussi d'avoir une illustration concrète de ce qu'est une résidence mission. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Madame Cazanne et Madame Leroy pour ces précisions sur l'engagement de la DRAC et sur les résidences missions et qui donnent envie, en tout cas, de vivre cette expérience. En tout cas, c'est aussi l'enjeu de ce webinaire et on va pouvoir s'appuyer sur les retours d'expérience des territoires, mais aussi des artistes pour alimenter cette envie collective. Donc merci encore pour cette introduction. Vous retrouvez dans le chat effectivement les liens vers les vidéos produites par Heure Exquise qu'on renverra également à l'issue du webinaire à tous les participants. Merci encore pour cette introduction. Sans plus attendre, je propose que nous passions à justement ces retours d'expérience. On a entendu, c'est vraiment quelque chose de singulier dans chaque territoire qui s'organise, qui s'anticipe et qui doit être porté collectivement. Donc c'est pour cela que nous avons mobilisé différents acteurs de ces résidences missions, à la fois les collectivités locales avec la communauté d'agglomération de Château-Thierry et la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, des artistes qui ont accepté notre invitation, et puis la DRAC comme soutien à ces démarches. Donc encore merci à nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Peut-être commencer par le retour d'expérience de Château-Thierry, la communauté d'agglomération et territoire 100% éducation artistique et culturelle. Je me tourne vers vous, Madame Pouillard. Comment vous êtes-vous organisé sur le territoire pour créer, à la fois en interne, mais aussi en partenariat avec les acteurs locaux, une dynamique en faveur de l'éducation artistique et culturelle? Alors, bonjour à tous et tout d'abord un grand merci pour cette invitation sur ce sujet ô combien d'actualité et qui peut être sensible aussi sur les territoires. J'y viendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, je suis Christelle Pouillard, je suis vice-présidente à la culture sur la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Pour ceux qui ne situeraient pas très bien, c'est dans le sud de l'Aisne, donc nous sommes entre l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Voilà. Il s'agit de mon premier mandat et lorsque je suis arrivée, le territoire était territoire pilote sur le 100% EAC. Il faut savoir que depuis 2017, l'EAC est une politique prioritaire du gouvernement et donc en 2019 a été mise en place voilà, des essais, on va le dire, surtout sur des grandes villes, si je me trompe, et donc un territoire, Château-Thierry. Voilà, dans un premier temps. Comment cela se concrétise dans notre communauté d'agglomération qui est rurale, voilà, avec 87 communes, 55 000 habitants, dans une ville centre importante de 15 000 habitants qui est un quartier QPV et une forte population finalement de jeunes, hein, 30%, c'est assez important. Ouais. Donc comment ça s'est concrétisé avec deux enveloppes, une enveloppe effectivement pour les résidences missions et une autre enveloppe pour les projets d'éducation artistique et culturelle. Les résidences missions, nous avons la chance d'en avoir 3 sur le territoire, 3 chaque année, des résidences longues. Et je suis aidée dans ma tâche. Voilà, c'est un travail collectif par Claire Debout, qui est ici présente, qui interviendra à la suite, qui est donc coordinatrice et qui
je tiens à souligner le rôle capital des coordinateurs pour le travail fait sur le terrain. Vraiment. Euh, voilà, donc tout fonctionne, on travaille bien en commission avec la conseillère territoriale de la DRAC, que je remercie ici pour tous les échanges. Les relations avec les élus convaincus en début de mandat se passent sans souci. Et puis, voilà, je vais quand même faire preuve de non-expérience parce que l'intervenante précédente disait c'est simple, voilà, vous voulez une résidence mission, vous rapprochez des coordinateurs territoriaux et c'est simple. Je dirais ou non, c'est pas forcément si simple. Ah oui, si dans la mise en œuvre technique évidemment, mais voilà, donc, notre agglomération a connu des turbulences. Voilà, la politique est pas facile en ce moment. Il y a eu un changement de présidence, une démission de présidence, élection d'un nouveau bureau, etc. Et en fait, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait un gros déficit budgétaire. Donc tout ça fait un an et demi à peu près. Et ont été remises sur table vraiment tous les sujets en fait portés par les agglomérations. Notre agglomération n'a pas la compétence culture. Il faut le rappeler, il y a peu de PCI qui ont de compétences culture. Comment défendre un projet lorsqu'on n'a pas la compétence? C'est pas si simple. Voilà. Alors là, le challenge qui a été donné, c'est une conférence des maires. Tous les maires, je ne parle pas de conseil de commune, 87 maires ont été conviés à répondre à des questions sur tous les sujets et notamment sur le AC, évidemment. Et pourquoi? Parce que notre collectivité a une particularité, c'est que nous avons un financement triple, un financement de la région, bien sûr, un financement de l'agglomération qui lui est propre, voilà. Donc, et il y a, lorsque le projet a été mis en œuvre, un financement, on va dire optionnel, de la part des communes pour participer à hauteur de 1 euro par habitant. Sur cette part optionnelle, c'est cette part optionnelle, pardon, qui a été questionnée lors de la conférence des maires. Et donc, en gros, finalement, la poursuite du dispositif EAC et des résidences missions a été conditionnée à la participation de 60% des communes du territoire à ce 1 euro par habitant. Alors, jusqu'alors, on était à 45%. Mais voilà, il a été décidé, challenge, 60%, sinon l'EAC s'arrêtait. Les débats ont été vifs et super intéressants, voilà, parce qu'on s'est rendu compte finalement de l'importance qu'avait l'EAC sur le territoire, la cohésion que cela apportait. En fait, les élus sont convaincus de l'EAC et ça, je ressors très positif de tous ces échanges. Les élus sont convaincus, mais bon, voilà, il faut payer. Donc ça, c'est un autre challenge. Bon, aujourd'hui, je peux dire qu'on a réussi. Moi, en tant qu'élu, ça n'a pas été simple. Il a fallu réexpliquer qu'est-ce que c'est que le AC, qu'est-ce qu'une résidence mission, qu'est-ce que ça apporte. Parce qu'évidemment, 60%, pour nous, c'était plus de 50 communes. 55 communes qui n'ont pas forcément d'école, qui n'ont pas forcément d'enfants. Voilà. Donc sur je voulais vraiment faire ce point un peu politique sur le portage financier de l'EAC qui n'est pas oublié et le travail du coordinateur, il est vraiment à être en lien avec l'élu en charge de la culture. Parce que nous, on est en lien, on va dire, côté finance, voilà. Et sans argent, les projets n'existent pas. Donc aujourd'hui, je suis soulagée déjà, enfin ça, peu importe. Nos 3 résidences missions vont continuer. Et donc, pour revenir au cœur finalement du sujet, qui est l'ingénierie technique, et bien c'est pas aussi simple également. On se questionne tous les ans, malgré le fait qu'on ait trouvé une organisation plutôt fluide. Comment accueillir au mieux ces 3 artistes ou ces 3 groupes d'artistes? Nous avons des commissions
pour échanger sur les modalités, sur les appels à projets. Voilà, ces commissions, on y invite le plus grand nombre et on souhaite l'élargir également. Donc, il y a évidemment l'éducation nationale qui est notre partenaire privilégié, les directeurs des structures, la DRAC et donc les techniciens de l'agglomération, puisque nous avons aussi des structures, musées, conservatoires, etc. L'éducation nationale, oui, notre partenaire privilégié. Un petit point sur l'éducation nationale. Je sais qu'il y a eu un rapport récent de la Cour des comptes sur l'éducation artistique et culturelle, hein, là, en février. Et l'éducation artistique à l'éducation nationale ne se porte pas très bien aujourd'hui. Dans ce rapport a été un peu oublié les collectivités territoriales. Et pourtant, nous ne sommes pas là, évidemment, pour suppléer à l'éducation nationale, mais pour apporter une plus-value et répondre peut-être à des projets d'enseignants, d'écoles, de regroupements qui ne pourraient plus avoir lieu sans nous, hein, puisque vous connaissez tous les coupes budgétaires qui ont été opérées, notamment sur le pass culture, tout à fait récemment. Donc c'est un énorme enjeu de territoire et politique au sens noble du terme que de porter l'éducation artistique et culturelle sur un territoire. Donc, lors de ces commissions, nous échangeons. Et donc, après l'appel à projet, nous avons les 3 artistes qui sont retenus sur des thèmes. Et là, vient les temps de rencontre dont nous avons parlé tout à l'heure. Et les temps de rencontre privilégiés, le temps de rencontre, c'est les semaines d'immersion. Alors, nous, on en a une où les 3 artistes sont conviés. Et là, le rôle important du coordinateur, ces temps d'immersion, comment les organiser, comment les faire rencontrer tous les partenaires culturels du territoire, toutes les structures sur un territoire vaste où la culture finalement existe. Faut pas non plus marcher sur le pied d'autres structures, d'autres associations. Par exemple, j'ai repris les chiffres sur notre territoire. En 55 000 habitants, on a près de 900 associations. Alors oui, il y a beaucoup de sport, mais il y a énormément de culture. C'est très vif, c'est caractéristique des Hauts-de-France, hein, et voilà, c'est cette politique portée depuis l'après-guerre. Mais comment faire que tout le monde puisse s'approprier ce dispositif. C'est pas évident. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces semaines d'immersion, comment les organiser au mieux. Et finalement, chaque année, on se remet en question et ce ne sont pas les mêmes formules qui vont être totalement proposées. Ça dépend également des artistes qui sont retenus. Si c'est du spectacle vivant, si on va être plutôt sur de la construction de textes, etc. Donc, c'est se réinventer, c'est passer beaucoup de temps, encore une fois, tous ensemble à travailler. Voilà. Les artistes ne contrediront pas, je pense. Tout ce qui est question tout simplement logistique, les contrats, ce qui est indiqué dans les contrats, parce que c'est un petit peu atypique, hein, on n'est pas sur un contrat de travail typique, ça dépend aussi des collectivités, donc les artistes sont confrontés à ça et on sait que ce n'est pas simple pour eux. Puis il y a la logistique simple, hein, les logements, les déplacements sur des territoires. Voilà. Nous, notre collectivité, donc on avait un contrat jusqu'à l'année dernière qui était sur le temps de l'enfance et nous avons donc contractualisé un nouveau CLEA qui va au-delà et qui va sur tous les temps de vie. Je sais qu'on a commencé cette année avec l'ouverture vers les centres pénitentiaires. Ça marche très bien. Les centres pour adultes en insertion, handicap, etc. En plus, effectivement, des structures que nous portons, écoles et l'agglomération portant les centres de loisirs. Nous avons tout ce qui est sur le temps extrascolaire de l'enfant, les conservatoires de musique, la petite enfance, puisque nous avons aussi les crèches. Nous avons, c'est un petit peu dans le désordre, pardon, nous avons aussi les activités dans les EHPAD, qui sont très, très appréciées. Donc, mine de rien, il nous faut réfléchir à ce temps-là
également lorsque nous lançons les appels à projets. Parce que tel ou tel artiste, projet de territoire ne va pas forcément s'adresser à tous les temps de la vie. Et voilà, c'est un ensemble de réflexions que nous avons tous à avoir. Et encore une fois, je remercie vraiment la possibilité que nous offre la DRAC d'avoir le financement, enfin l'aide du financement pour un poste de coordination, parce que ça aussi c'est important à souligner, coordination très importante et aux enjeux, au capital en fait sur le territoire. Voilà, c'est un mi-temps. Hein. Claire Debout qui interviendra à la suite à un mi-temps. Voilà, sur quelques éléments. C'est très vaste, vous voyez, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Et voilà, je vais laisser la parole à Claire hein, pour voilà, préciser mes propos de façon plus technique peut-être. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, pour ce propos. Effectivement, on voit bien que ça nécessite évidemment un engagement politique, mais aussi un savoir-faire technique pour pouvoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes du territoire. Et effectivement, Claire Debout va pouvoir peut-être nous préciser finalement voilà, comment vous faites le tri dans tout ça, comment prioriser les missions, comment ça se déroule. Quelles difficultés aussi vous rencontrez quand il faut identifier parmi 900 associations et sur tous les temps de vie et sur toutes les générations. Voilà, j'imagine que tout le monde ne peut pas être mobilisé en même temps. Concrètement, comment vous y prenez-vous? Alors, bonjour d'abord à tous et à toutes. Oui, Claire Debout, la coordinatrice du dispositif 100% EAC depuis 3 ans sur la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Et effectivement, cette tâche est une lourde et belle mission qui nécessite parfois de se réinventer. Et en fait, ça génère aussi parfois de la frustration parce qu'on a toujours un peu l'impression de ne pas faire suffisamment, de ne pas toucher tout le monde. D'autant que, comme Madame Pouillard le disait, on est passé d'un contrat qui était plutôt à destination du public scolaire ou extrascolaire à tous les âges de la vie. Donc, à chaque fois, c'est un challenge que de se dire comment on va toucher de nouvelles personnes, de nouveaux âges, de nouveaux publics. Et c'est vrai que, par exemple, là, les 900 associations, on n'a pas encore forcément pu les toucher. On a forcément ceux qui sont un petit peu habitués et qui viennent vers nous spontanément. Mais concrètement, là, c'est un milieu quand même qu'on n'a pas encore auprès duquel on n'a pas encore pu infuser, en fait. Il y a vraiment beaucoup à faire et là, il y a quelques jours, par exemple, j'ai été contactée par le CIO et voilà, c'était une cible qu'on n'avait pas et qui est pourtant qui paraît très logique. Voilà, la tâche, elle grandit un peu chaque jour et on est beaucoup aidé par la DRAC en ça, puisque c'est vrai que tous les ans, on organise des résidences missions qui sont mise en place de façon assez adaptée à nos territoires. Lors des commissions qu'on met en place, on réfléchit ensemble à, aux thématiques qu'on va développer sur peut-être des faiblesses du territoire. Voilà, c'est aussi d'essayer de quelquefois plaire à tous et, et en effet, presque 3 résidences missions, c'est pas suffisant pour toucher tout le monde parce que là, cette année, par exemple, on s'est rendu compte que les, hum, les artistes choisis n'avaient pas touché la petite enfance alors qu'on les avait touchés l'année précédente. Donc, c'est toujours compliqué de toucher tout le monde. C'est un vaste chantier et ouais, parfois un peu frustrant. Et la coordination, effectivement, ça va de la mise en place de cette semaine d'immersion. On voudrait à la fois faire connaître tout en quelques jours et on sait que c'est pas possible. Et puis les artistes en prennent plein la vue et n'ont pas le temps non plus de tout assimiler. Ensuite, la rédaction des contrats, qui n'est pas une chose moindre, puisque, comme le disait Madame Pouillard, voilà, c'est assez spécifique. Et en ça, heureusement,
On a l'aide, encore une fois, de la DRAC. Euh, et puis nous avons la possibilité, on a une chance d'avoir des logements qu'on peut mettre à disposition. Mais en l'occurrence, on en a deux sûrs, il nous en manque toujours un troisième. Donc parfois, on a dû aussi trouver des leviers pour trouver des hébergements qui soient pas très très onéreux, ce qui devient assez compliqué. Sur le territoire, on met aussi à disposition des véhicules. Donc les artistes sont logés et véhiculés. Et ça, c'est fort apprécié de leur part, puisque on est sur un territoire très rural, hein, 87 communes, mais qui sont assez éloignées les unes des autres. Et d'ailleurs, c'est un constat qu'ils font. Est-ce que c'est moi ou est-ce que Madame de Boutin? Non, je crois que Madame Debout a un problème technique. Oui. Alors, Madame de Boutin, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Non. Ben, on va laisser passer le petit problème technique. On va passer sur l'autre témoignage et puis on reviendra vers Madame de Boutin. Elle pourra compléter ses propos si elle le souhaite ensuite. En tout cas, merci encore Madame Pouillard et Madame de Boutin pour ce retour d'expérience sur Château-Thierry. On va revenir un peu plus au nord, mais toujours dans le sud d'un département, pour un autre retour d'expérience avec l'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre. On l'a entendu dans le témoignage précédent, il y a une question évidemment de portage politique. Euh, il faut, mais en même temps, c'est assez salué, en tout cas du côté de Château-Thierry, ces outils d'éducation artistique et culturelle sont des vecteurs de cohésion sociale. Je pense que c'est aussi le constat qui est fait sur l'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre. Madame Olgado, est-ce que vous pouvez nous préciser sur votre territoire comment se déploient ces résidences missions et comment elles s'inscrivent dans une politique plus globale d'éducation artistique et culturelle? Vous êtes coordinatrice, donc vous pourrez aussi témoigner de votre rôle en miroir de ce qu'évoquait Claire Debout dans la suite. Oui, bien sûr. Je crois que j'ai perdu la connexion Internet. Oui, Madame Debout, on s'est permis de passer à Maubeuge-Val de Sambre, on reviendra vers vous tout à Oui, l'heure. pardon, je suis désolée, là, Pas de je... souci, pas de souci, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler un peu du contrat local d'éducation artistique 100% cohésion sociale qui a été mis en place sur l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Alors ce contrat, il a été vraiment co-construit et bien vraiment très réfléchi avec les partenaires institutionnels que sont la DRAC, l'Éducation nationale, mais aussi différents services de l'agglomération, comme par exemple le service santé, le service prévention, la culture, mais bien entendu aussi le service politique de la ville. Il s'appuie aussi vraiment, il prend vraiment en compte le projet de territoire et également les spécificités et les problématiques du territoire. C'était vraiment une volonté pour essayer de toucher au maximum les habitants, tous les habitants du territoire. Il y a surtout eu aussi un constat qui a été fait, c'est que les professionnels ne s'emparaient pas ou très peu des dispositifs de résidence sur le territoire. Alors parfois parce que par méconnaissance, mais aussi parce que la culture, une impression que la culture c'était pas forcément fait pour eux, ou aussi par manque d'intérêt, parce qu'on se rend pas compte aussi de ce que ça peut apporter à son public. Et donc, vraiment, la première réflexion, ça a été de se dire, il faut des résidences pour eux. Donc, ça a été la mise en place de missions d'appui artistique en direction de professionnels de différents champs, en direction des professionnels du champ de la cohésion sociale, du champ de la santé mentale, vraiment de la prévention également, de la justice, pour dire que ça soit vraiment à leur destination, que ça soit eux qui vivent directement quelque chose avec un artiste, qu'ils soient touchés pleinement par cette rencontre, qu'ils découvrent une démarche artistique, qu'ils soient également outillés, et puis qu'ils comprennent du coup l'intérêt pour leur public, pour en faire vraiment des ambassadeurs. Et que pour ensuite, quand il y a des résidences qui sont mises en place à destination de publics très variés, qu'ils puissent vraiment s'en emparer parce que c'est beaucoup plus clair dans leur esprit, l'intérêt est beaucoup plus clair. Donc ça, c'est quelque chose de très fort dans ce contrat local d'éducation artistique. Et puis, en parallèle,
On a aussi d'autres résidences missions qui sont vraiment des résidences du dispositif quartier qui ont pour but d'intervenir au plus proche des habitants dans des communes et dans des quartiers politiques de la ville. Donc tout ça, vraiment, puis bien sûr, j'en ai pas parlé, mais sans oublier l'éducation nationale avec une résidence toujours dédiée à l'éducation nationale parce que c'est vraiment un public aussi important à toucher. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de ce contrat. Alors pour les professionnels également, pour les inviter et leur donner envie à participer à toutes ces démarches, ce qui est important, je trouve, c'est de les associer vraiment en amont du dispositif, de ces dispositifs. C'est-à-dire que mon rôle à moi, ça a été aussi, par exemple, de participer aux différentes commissions de différents services pour expliquer un peu les enjeux de ces résidences, pourquoi aussi il avait été décidé de mettre en place des résidences qui leur étaient dédiées, parce que ça, c'est un peu compliqué quand on rencontre des professionnels et leur dire, bah, c'est pas pour votre public, c'est pour vous. Donc c'est vraiment important de les associer en amont, de leur expliquer l'importance de ces dispositifs. Et également, je trouve qu'il faut vraiment les associer à la construction et à la rédaction des appels à candidature, et également à la présélection, aux entretiens, au choix des artistes et des journalistes qui vont intervenir sur leur territoire, pour vraiment qu'ils s'emparent de la question et qu'ils se sentent concernés dès le début. Vraiment, il faut vraiment bien préparer la résidence en amont avec eux. Ensuite, c'est important aussi, moi je sais que je suis tout le temps en contact avec les référents politiques de la ville, par exemple, parce que c'est eux qui connaissent le public de leur quartier. Et c'est important qu'ils soient le relais et qu'ils nous orientent aussi vers les structures qui peuvent éventuellement bénéficier des actions avec les artistes. Donc c'est vraiment, leur rôle est vraiment important. Et je pense que le coordinateur, il a vraiment cette mission de faciliter les choses, d'expliquer, de rassurer les partenaires, d'accompagner les artistes, mais aussi d'accompagner les structures et sans les oublier et sans oublier que sans eux surtout, on pourrait rien faire parce qu'on ne peut pas connaître toutes les structures et tous les partenaires d'une agglomération et surtout qu'ils ont parfois des contacts privilégiés qui peut aider aussi à faire rentrer un artiste dans une structure. Donc ça, c'est vraiment important. Le coordinateur, il est là aussi vraiment pour organiser et créer des liens, surtout dans la semaine d'immersion, qui est vraiment très importante pour les artistes, mais aussi pour les partenaires. Pour les artistes et journalistes, c'est important parce que ça leur permet aussi de découvrir un territoire, au-delà de faire des rencontres avec les structures, de pouvoir se rendre compte de comment est le territoire, les distances entre les structures, les caractéristiques au niveau culture, au niveau patrimoine aussi, qui peuvent éventuellement aider aussi à créer et à imaginer des projets avec les structures. Voilà. Et au niveau des partenaires qui sont actuellement touchés sur le territoire, ils sont vraiment multiples parce que on va aller dans les secteurs de la santé mentale, donc en touchant aussi bien le centre hospitalier, que des habitats inclusifs, que la maison des adolescents, que des IME également, mais aussi des structures liées à la prévention à la justice, comme le SPIP, comme par exemple le centre pénitentiaire, la PJJ, et également d'autres services directement liés à la politique de la ville, avec le CCAS ou l'épicerie solidaire, les chantiers d'insertion. Voilà, c'est vraiment très, très varié et c'est vraiment dans l'objectif de toucher un maximum d'habitants sur le territoire. Merci, merci beaucoup. On voit bien ce lien. Peut-être juste une précision du côté des référents politiques de la ville, puisque nous sommes sur un webinaire politique de la ville et éducation artistique et culturelle. À quel niveau, enfin, quels sont les interlocuteurs les
que vous avez le plus à mobiliser, finalement, est-ce que ce sont les référents communaux? Est-ce que c'est le service de l'agglomération? Est-ce que finalement ou les associations qui sont financées par la politique de la ville et donc constituent les relais vraiment de proximité? Est-ce qu'il y a certaines catégories qui sont plus mobilisées que d'autres? Ou est-ce que finalement, l'important, c'est toute la Mhm. chaîne d'acteurs? Alors, c'est un peu tout le monde, j'ai envie de dire, parce que le service politique de la ville, il est de fait associé Oui. aux appels à candidature, aux présélections, mais aussi, enfin, je veux dire, c'est eux qui me donnent les contacts Oui. directement. Moi, je suis arrivée sur le poste en septembre dernier, donc c'est vrai que le territoire, je le connaissais pas forcément non plus. Et c'est vrai que c'est eux qui me donnent les contacts des référents politiques. Et ensuite, bah, c'est à moi de les contacter, de les rencontrer, d'expliquer un peu mon rôle et les enjeux du poste que j'ai et des résidences qui vont être mises en place. Et ensuite, les référents politiques, je prends par exemple des missions, des résidences missions quartier qui sont actuellement mises en place sur le territoire. C'est vraiment, la construction est vraiment faite avec eux, avec la rencontre justement de l'artiste, du référent politique de la ville, de la commune et c'est lui qui nous met en lien avec certaines structures ou qui nous oriente aussi vers les personnes, les associations qui sont vraiment dynamiques et importantes dans la commune et qui peuvent se faire le relais directement auprès des habitants. Ensuite, bien sûr, on cherche aussi directement d'autres structures éventuellement qui peuvent intéresser l'artiste Oui. également, parce qu'on prend aussi en compte l'envie de l'artiste sur le territoire qui a peut-être aussi bah, des idées et qui a une envie vers un public en particulier. Donc ça, c'est important aussi d'en tenir compte. Mais les référents politiques des communes, ils sont vraiment partie prenante des résidences. Bien, merci, merci beaucoup. Est-ce que du point de vue logistique, ce Claire de Bout a été coupée au moment où elle évoquait justement ces questions. Voilà, comment ça se passe sur votre territoire? Qu'est-ce que vous réussissez à mettre à disposition des artistes et est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent manquer aujourd'hui parce que c'est pas toujours facile en fait Mhm. d'être un territoire accueillant non plus à tout point de vue. Parce que de ce point de vue-là, vous avez... Alors, au point de vue logistique, donc on a un hébergement qui est mis à disposition des artistes. Alors, c'est un hébergement à partager, mais avec, voilà, il y a des espaces communs, mais bien sûr, il y a des chambres pour chaque artiste, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que nous, par rapport à Château-Thierry, on n'a pas de véhicule à mettre à disposition des artistes. Euh, mais alors le territoire, il est grand également. J'ai envie de dire que sur les résidences quartiers, comme elles touchent à un quartier politique de la ville spécifique, c'est vrai que les déplacements sont moindres aussi, puisque en général, c'est sur vraiment un quartier intercommunal. Donc il y a moins cette difficulté de là mobilité. de mobilité, même si pour d'autres résidences, ça peut se poser parce que le territoire est grand et je pense au CLEA dédié à l'éducation nationale. Évidemment, ça va toucher des établissements scolaires qui se situent d'un bout à l'autre du territoire. Mais c'est toujours la difficulté, en fait, la logistique, la mise à disposition d'hébergement ou autre. C'est vrai que pour un territoire qui accueille des résidences d'éducation artistique, c'est toujours un problème qui va se poser. Quelque chose en tout cas à anticiper pour des conditions de réussite aussi de la résidence. On pourrait revenir évidemment avec les artistes. Euh, Exactement. Et puis, si je peux juste me permettre, bien vraiment le sûr. rôle de coordinateur, je trouve que la priorité, c'est vraiment être présent. C'est être présent pour les artistes et être présent également pour les structures. Être disponible, vraiment. Pour assurer ce lien finalement C'est continu ça. et régulé au fil de l'eau et en même temps, ben voilà, enfin, Pour coordinateur, que, ça dit bien son nom, mais voilà, passeur et tisseur de liens au quotidien et en continu entre. c'est ça. Pour que vraiment tout se passe très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Madame Debout, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose à votre propos tout à l'heure et au regard aussi de ce qu'évoque Madame Olgado, ou est-ce que on poursuit? Non, en fait, j'ai l'impression que ça a été complémentaire et je vois le travail bah, qu'elle effectue qui est très axé sur bah, la relation. Et effectivement, je sais que pour ma part, j'ai toujours l'impression de ne pas faire suffisamment de relationnel. Euh,
en effet, c'est un peu le cœur du métier, la coordination. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut être très présent pour les artistes. Et j'ai un peu pris l'habitude de dire que je deviens leur maman pendant 4 mois, mais c'est un peu ça. Et puis de l'autre côté, être reconnu, identifié de part et d'autre des partenaires qui peuvent se, C'est, se trouver. Ouais, ouais. voilà. Mais on les connaît jamais tous. C'est, Oui, ouais. d'où l'importance aussi d'être très en lien avec l'ensemble des services de votre collectivité notamment et Et puis des... c'est vrai que parfois les artistes nous amènent aussi des idées et donc ils amènent aussi leur petit bagage de relationnel, de réseau où ils nous laissent avec ce qu'ils ont travaillé. C'est très intéressant et puis je me permets d'ajouter quand même que la partie vraiment sympa du travail, c'est aussi de voir les restitutions, de voir le travail dans, dans les établissements et ça c'est vraiment la chouette partie du travail. Voilà. Merci, merci beaucoup Je pour crois que ces c'était là-dessus comptes. que j'avais été coupée d'ailleurs, parce que oui, je faisais du reportage pour mettre après sur le site internet. Très bien, bah écoutez, merci, merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Je vais me tourner vers Colette Dréan, puisque vous avez, vous l'avez précisé les unes et les autres. Voilà, l'appui de la DRAC est aussi essentiel pour la réussite de vos missions. Colette Dréan, au regard de ces deux témoignages, aussi des accompagnements que vous menez, est-ce que vous pouvez nous résumer ou nous repréciser quelques conditions de réussite que l'on peut mettre en exergue pour ces résidences missions? Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, évidemment, je vais reprendre des éléments qui ont été déjà bien évoqués. Peut-être du côté de la DRAC, déjà se positionner, parce que pour nous aussi, la pleine réussite de ce type de dispositif, de dynamique, part déjà d'une vraie considération partagée au sein nous de notre institution, voire de plusieurs institutions partenaires. On a parlé déjà politique de la ville et donc toutes les institutions de cohésion sociale, et ce webinaire en est tout à fait l'illustration. Mais c'est aussi au sein de la DRAC pour bien prendre en compte, comme il a déjà été dit, les éléments aussi de territoire, une cohérence, une accroche réelle de fond aux enjeux et aux caractéristiques d'un territoire. Et ben c'est aussi au sein de la DRAC que ce type de dynamique soit bien connu, partagé de la part d'autres secteurs métiers, que ce soit la création, mais aussi le patrimoine, l'archéologie, les musées, puisque tout ça, ce sont aussi des politiques spécifiques et qui doivent trouver leur résonance avec cette dynamique qui s'installe sur les territoires. Par ailleurs, donc à notre niveau, c'est vraiment bien accompagner cet engagement politique du territoire qui et ça ça a été bien précisé parce que effectivement derrière, c'est un engagement financier, c'est un engagement technique aussi, mais notamment financier. Ça, Madame Pouillard l'a bien souligné. C'est quand même le point plus, on va dire, sensible, ou en tout cas sur lequel il faut réellement travailler. Et donc, parce que sur la mise en œuvre d'un tel dispositif, c'est réellement une stratégie de territoire. Et du même coup, ça induit forcément un changement de pratique dans les modes aussi de fonctionnement même et de définition des politiques au niveau des élus. Sur certains territoires, on peut dire on a réellement assisté à ce changement de culture avec l'abandon ou en tout cas le glissement d'un appui fort à des actions ciblées, éclatées, individuelles, ou un petit peu ce que nous on appellerait un peu saupoudrage, vers justement cet appui global à une stratégie concertée et dans la durée, puisque ce sont des contrats de plusieurs années, etc.
Donc, on est réellement dans ce niveau d'engagement politique fort sur nous aussi cet accompagnement qu'on doit avoir auprès des élus et des techniciens des collectivités qui vont porter ces dynamiques dans cet accompagnement à ce changement, à cette évolution des pratiques. Évidemment, ce qui a été dit, ce travail préalable pour installer les conditions de la coopération, ça c'est plus que fondamental. Et puis vraiment intégrer qu'on est là dans une élaboration progressive. Hein. On n'est pas là dans quelque chose qui s'impose, mais c'est réellement là encore on cultive un autre terrain, j'aurais envie de dire, et du même coup, il y a plein de phases. Et donc, c'est un processus long et progressif. Ça, c'est réellement une condition de réussite pour moi. Et puis, et on l'a bien dit, c'est Véronique aussi qui l'a dit, réfléchit et qui prend en compte les problématiques du territoire. Donc, une des conditions de réussite, c'est réellement son ancrage dans le territoire et dans réellement ce qui fait sens au niveau politique sur ce territoire et au niveau des enjeux à travailler en termes artistiques, culturels, sociaux, voire économiques aussi, et évidemment de développement aussi, d'attractivité dans tous ces sens. Et on le verra dans les déclinaisons que ces résidences missions peuvent avoir, en quoi ça donne des idées aussi à des acteurs d'autres natures sur les territoires. Cette coordination structurée dont on a déjà aussi largement parlé, fondamentale, évidemment au niveau de l'intercommunalité pour ce relais en proximité à l'échelle des communes, puisque c'est un dispositif qui est réellement territorial, on l'a défini au départ, mais c'est aussi une coordination qui doit être bien assurée par les conseillers et conseillères pédagogiques, ça aussi on l'a déjà dit. Évidemment, ces coordinations, cette structuration, c'est aussi la prise en compte de toutes les conditions d'accueil des artistes, d'hébergement, de logistique, etc. Ça, on l'a dit, mais tout ça, c'est tout le chaînage qui va faire la réussite du dispositif dans la durée. Évidemment, la mobilisation constante et l'appropriation des acteurs et voire des habitants. Vraiment, on est là à tous les niveaux, autant que faire se peut, en passant d'abord par les élus, puis les techniciens, puis les structures, puis les associations, et enfin, pourquoi pas les collectifs ou pas d'habitants. Et ça, Véronique l'a bien souligné aussi, dès l'amont, et dans les différentes phases du processus, là encore, autant que faire se peut, mais en tout cas, ce sera le rôle aussi du conseiller à la DRAC, d'interroger la faisabilité ou en tout cas la capacité à aller agréger dès que possible ces différents niveaux et ces différents éléments. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Pour une petite minute ou deux, max. Peut-être pour dire aussi justement la capacité d'ouverture de ce dispositif, c'est aussi une condition de réussite que de pouvoir réellement le faire vivre à travers cette capacité à des nouvelles coopérations, à être aussi dans l'accueil de cette ouverture et d'une part d'inconnus. On l'a dit, il faut laisser aussi la place aux envies des artistes et de ce fait, c'est aussi un dispositif qui fonctionne avec une souplesse, mais aussi ce côté essentiel qui est le fait de laisser la part d'inconnu, de ne pas tout définir, loin s'en faut. Et la condition de réussite, elle est là justement, c'est cette capacité de rebond et d'ouvrir ce dispositif, de lui garder cette ouverture pleine et entière.
Alors voilà, et peut-être pour finir là-dessus, dire qu'on est vraiment dans une chaîne et qu'il faut bien considérer l'ensemble de ces éléments de la chaîne. On est vraiment sur un collier et là, chaque perle a son importance et au même niveau, que ce soit là et aussi donc tout ce qu'on a dit, mais aussi la communication à tous les niveaux. La formation ou la sensibilisation tout au long de ce processus et toute la durée du contrat. Évidemment, la valorisation, on a dit les restitutions et tout ça, comment ce sont des temps forts. Et ne pas oublier l'évaluation, justement pour pointer les fragilités, les ajustements nécessaires, l'enrichissement, voilà. Enfin, bon, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Madame Dréan, pour cette synthèse des conditions de réussite. Et puis, vous avez raison d'insister aussi sur finalement toutes les étapes de cette démarche. On voit bien, c'est bien une démarche projet et il faut évidemment pouvoir penser les choses jusqu'à l'évaluation pour pouvoir faire progresser sa démarche pour les étapes suivantes. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ces éléments, même si je sais bien que je vous ai contraint dans votre temps de parole. Mais merci d'avoir joué le jeu. Je vais peut-être me tourner désormais vers les artistes dont on parle depuis déjà un peu plus d'une heure, parce que finalement, ce sont aussi un des maillons essentiels de ces résidences mission. Nous avons le plaisir donc d'avoir avec nous Isabelle Serrault, qui est journaliste, et puis Jérôme Giller, qui est artiste plasticien. Euh, Peut-être Jérôme Giner, parce qu'on a un webinaire quasi 100% féminin pour démarrer. Peut-être pouvez-vous vous présenter en quelques minutes, voilà, quelles sont vos modalités d'intervention et vos expériences de résidence mission, déjà qu'on vous découvre. Oui, ben bonjour, merci de me donner la parole. Et effectivement, c'est vrai que nous, on se retrouve au dernier chaînon de cette chaîne. C'est très intéressant hein, en tant qu'artiste de participer aussi à ce webinaire pour se rendre compte aussi un peu de tout le travail qui est fait en amont de notre invitation. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de choses liées aux questions d'engagement. Et je dois dire aussi que du côté de l'artiste, en fait, une résidence mission Cléa, c'est aussi un engagement particulier et assez singulier qui demande beaucoup de travail et voilà, qui n'est pas non plus euh, tout le temps facile à faire. Du côté de ma pratique artistique, on va dire que, pareil, j'ai une pratique qui est assez singulière parce que j'utilise la marche à pied pour créer. Voilà, créer, du coup, cette méthode me permet de toucher à de la création très pluridisciplinaire, hein, qui va voilà, de faire des récoltes, créer des sculptures dans l'espace public, écrire une histoire, une expérience d'espace, toucher aux questions ensuite d'urbanisme, d'espace public, de vivre ensemble. Enfin, c'est assez vaste et assez large. En termes d'expérience, j'ai participé à 2 Cléa. Un en 2016 avec la communauté urbaine de Dunkerque Grand Large, qui portait sur l'espace public et l'architecture, justement. Et puis, j'ai fait un Cléa l'année dernière, en 2024, du coup, avec la communauté urbaine du Beauvaisis. Un peu particulier parce qu'il était celui-ci, par contre, porté par une structure, on va dire, heu, plus professionnelle que lors du Cléa à Dunkerque. C'était porté par le centre d'art, Le Quadrilatère. Donc j'avais en termes de, pour le coup, de coordinateur pas une seule personne de référence, mais plutôt une équipe et une équipe, pédagogique, constituée de 3 personnes puisque c'était vraiment la cellule des publics qui a travaillé avec moi. Oui, voilà, en tant qu'artiste, quoi vous dire? Sinon qu'effectivement, je crois que comme vous l'avez beaucoup rappelé, le rôle du coordinateur, il est quand même très, très important dans ce dispositif. Heu, J'aime beaucoup l'idée, aussi et j'ai trouvé très intéressantes les dernières annonces de Cléa que j'ai pu recevoir.
notamment comment dire, le territoire de Maubeuge-Val de Sambre. Cette idée aussi que l'artiste puisse aussi travailler avec des professionnels, voilà, des vrais professionnels de la politique de la ville. C'est-à-dire que la question des publics est aussi une question assez délicate, en fait, quand vous intervenez en tant qu'artiste. Voilà, enfin, de mon côté et de mon point de vue, je trouve que c'est intéressant d'élargir la question de la présence de l'art dans ce cas de dispositif, pas seulement vers les enfants, je dirais, qui sont aussi des cibles faciles, mais d'essayer de toucher un peu voilà, d'autres structures, d'autres associations et des professionnels. Je trouve ça très, très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez des retours d'expérience de comment on choisit de faire un CLEA quand on est artiste ou tout ça, je peux aussi vous en parler. Peut-être juste, vous pouvez revenir, nous préciser un petit peu comment vous allez justement au-devant des habitants, notamment quand c'est le cas. Enfin, voilà, comment se passe cette rencontre? Alors, évidemment accompagné par les professionnels et coordinateurs, mais et aussi qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'artiste qui justement, j'imagine, justifie aussi votre engagement dans ce type d'intervention. Bah, je dois dire que comment dire? Lors de mon CLEA de la communauté urbaine de Dunkerque, donc c'était, Charlotte Kerzan, ici présente, qui était la coordinatrice. Donc il y avait eu cette semaine d'immersion, mais aussi une présence, enfin une conférence qui s'appelait la 27e heure artistique, qui a permis en fait de réunir, du public autour d'une présentation du travail artistique de l'artiste. Et cette, cette expérience avait été très intéressante et je crois qu'elle m'avait permis quand même déjà en tout cas de rencontrer le territoire. C'est-à-dire que le territoire m'avait rencontré à travers ma pratique artistique. C'est ça qui était très intéressant, c'est que les gens ont pu voir où je pouvais porter à cette période-là, on appelait ça des gestes artistiques et pas des actions artistiques encore. Mais voilà, et les gens pouvaient s'apercevoir si la démarche proposée par l'artiste pouvait euh, correspondre peut-être à une envie qu'eux portaient au sein de leurs associations ou au sein voilà, des écoles, etc. Donc, moi, j'essaie en tout cas en tant qu'artiste d'inscrire mes gestes artistiques soit dans les projets pédagogiques, soit vraiment dans les questions que les associations vont soulever. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et là, on revient à ce rôle de l'artiste qui doit pas se substituer forcément aux animateurs, mais effectivement, arriver à impulser un élan supplémentaire, peut-être essayer de laisser quelques outils, voilà, peut-être un peu plus artistiques, un peu plus une philosophie un peu plus, libre, peut-être un peu moins utilitaire aussi dans la question de la production. Hem, voilà, c'est quelque chose qui est souvent demandé aux artistes, hein, aussi, nous de notre côté, d'avoir des résultats, enfin malgré tout comment dire? Un résultat, palpable, matériel, alors que la présence de l'artiste peut être aussi, se passer simplement dans des discussions et bon ça c'est plus compliqué à évaluer, mais cette présence elle est aussi, très, très, très importante je crois, quoi. Merci beaucoup, monsieur Gilles, pour ce retour d'expérience. Je vais peut-être me tourner vers Isabelle Serrault qui attend également patiemment son tour de parole. Vous êtes journaliste, donc une autre pratique artistique. Est-ce que vous pouvez revenir justement aussi, vous également, d'abord pour vous présenter sur vos modalités d'intervention et puis vos expériences de résidence-mission dans un premier temps? Oui, alors, Morgane, Oula. merci déjà pour... Vous m'entendez? Ça souffle un petit peu, ce qui ne se produisait pas tout à l'heure à la répétition, bien sûr. Vous m'entendez mieux là? Oui, beaucoup mieux. Ok. Merci. Alors, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis journaliste, reporter multimédia. Je suis spécialisée sur ce qu'on appelle les zones de crise, zones de conflit, et je travaille principalement avec des ONG et des fondations
ainsi qu'avec des médias nationaux et internationaux. Alors, je dédie du temps en cours d'année, lorsque je ne suis pas en reportage, à des ateliers Émile, donc éducation aux médias, à l'information et à la liberté d'expression, parce que déjà d'un point de vue personnel, c'est un véritable choix, parce que ça me semble essentiel dans notre société et on se rend compte au fur et à mesure du temps avec notre actualité et en parcourant le monde, je me rends compte combien c'est fondamental. Alors, d'un point de vue expérience, j'ai réalisé 2 CLEA journalistiques ou 2 CLEA Émile, 2 CLEA qui ont été pour moi 2 super expériences. Alors, il y en a un premier que j'ai réalisé il y a 2 ans dans la communauté de communes de Flandre intérieure, Hasbrook, Bailleul, etc. Et puis un second que je viens de terminer dans le sud avesnois, donc je suis remplie encore de tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue personnel, je ne pense pas qu'en tant que, alors moi je dirais pas artiste, mais en tant que reporter, en tant que journaliste, on n'arrive pas par hasard sur un territoire. Pour ma part, c'est toujours un choix. La candidature, elle est essentielle. Elle va dépendre aussi, donc bien évidemment, du territoire qui fait cet appel à la candidature, soit parce que je le connais un peu, soit parce que la présentation qui a été faite de ce territoire vient en résonance avec des axes de travail ou avec des choses que je veux développer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et je vais rebondir sur ce qui a été dit par Madame Olgado, mais aussi par Jérôme et par d'autres personnes. Pour moi, le deuxième critère, en plus du territoire, ça va être le coordinateur ou la coordinatrice de ce CLEA. Parce qu'en fait, c'est la clé, c'est l'ouverture vers ce territoire. Alors, ce sont des résidences qui sont plus ou moins longues, on l'a dit tout à l'heure, entre 2 et 4 mois. 4 mois, ça peut sembler long, mais c'est court, en fait, et que la réussite, d'après moi, d'une résidence, elle va se faire effectivement par ce ou cette coordinatrice. Elle va aussi se faire par la semaine d'immersion qui, pour moi, elle est essentielle parce que ça va permettre, parce que nous, on arrive avec des envies, on arrive avec une boîte à outils, avec un territoire qu'on va découvrir, avec des partenaires de ce territoire, des acteurs. Et en fait, je me suis rendu compte dans ces 2 expériences que ces semaines d'immersion, elles sont essentielles parce que de là va potentiellement découler un fil rouge d'action que je vais proposer. En fait, ça va être une note d'intention et fil rouge qui va être imaginé conjointement et en construction avec les acteurs du territoire. Donc pour moi, tout ça, c'est hyper important. Les autres choses aussi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Madame Drin par rapport à la souplesse et la part d'inconnu. Parce qu'effectivement, le rôle de coordinateur, coordinatrice, encore une fois, est fondamental, il est précieux. Et en même temps, j'aime bien aussi l'idée de carte blanche, de pages à écrire, en collaboration avec les habitants et avec les acteurs du territoire. Pour moi, ça aussi, ça participe à la réussite d'un CLEA. J'ai parlé de fil rouge et à chaque fois que je suis arrivée sur une résidence, je ne savais absolument pas quel allait être ce fil rouge. Et c'est en rencontrant les acteurs, les habitants, en participant à des manifestations pendant, je dirais, les 2 premières semaines, que se sont écrits ces fils rouges. Donc, par exemple, dans la communauté de communes de Flandre intérieure, on a appelé ce fil rouge « Parlez-moi d'amour ». Alors, ça peut paraître se dire, mais quel est le rapport avec l'éducation aux médias et à l'information? Eh bien, tout simplement parce que je pense que dans cette pratique, il est important de ne pas aller dans du frontal,
mais plutôt d'utiliser d'autres portes. Là, dans le second Cléa, c'est via le prisme du travail, puisque c'est un territoire, le Sud-Avesnois, qui a un passé industriel important, de savoir un petit peu où on en est, et puis aussi un passé textile. Et donc, j'ai utilisé le prisme de la fast fashion. Autre point que je voulais mentionner, on a abordé aussi, et j'ai entendu la difficulté de balayer lors d'une résidence mission toutes les tranches d'âge et enfin les tranches de vie, et j'ai envie de dire aussi les tranches sociales. Ce que j'ai proposé sur les 2 Cléa, c'est de démarrer avec des socles durs. Ce que j'appelle les socles durs, c'est par exemple une exposition photographique qui donne lieu à des conférences. Ça peut être aussi la projection de supports documentaires que j'ai réalisés. Et pourquoi? Parce que ça permet dans un temps rapide et petit, de rassembler un maximum de gens dans un minimum de temps. Et ça permet de brasser un maximum de gens et de pouvoir tout de suite co-construire des projets d'éducation aux médias et à l'information. Ce qui m'a intéressé dans ces Cléa et dans ce que je projette dans l'avenir, ben, c'est de travailler aussi avec des publics variés, que ce soit, et c'est ce qu'a mentionné Madame Olgado, les établissements de santé, les centres culturels, des EHPAD, des musées, travailler aussi avec la PJJ, avec les centres éducatifs fermés, voilà. Et la dernière chose que je dirais, c'est l'importance de la restitution, qui pour moi peut être perçue comme une finalité, mais qui est important de penser en amont. Pourquoi? Pour éviter, je crois que c'est Madame Drin qui en a parlé également, de ces effets de saupoudrage que moi je chasse, pardon, et c'est pour ça qu'il y a ces fils rouges. Et donc le fait de penser une restitution en amont, ça permet de valoriser ce qui a été fait de la part des habitants, mais aussi des acteurs et des partenaires du territoire, de mettre en avant la fierté des habitants, parce que ça c'est quand même hyper important, et surtout de faire perdurer toutes les notions, toutes les valeurs qui auront pu être abordées dans cette résidence d'éducation aux médias. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que après le départ de l'artiste et ou de la journaliste ou du journaliste, que les choses continuent en fait, qu'il y ait une continuité et que ce soit pas un temps fort à un moment donné et puis qu'après on passe à autre chose. Et là, je dois dire que les 2 résidences auxquelles j'ai pu participer, eh bien, c'est des choses qui continuent. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, si je vois la communauté de communes de Flandre intérieure, je continue à rencontrer ces acteurs 2 ans après. Donc, on a continué des projets. C'est aussi ce qui va se passer dans le Sud-Affénois. Et d'un point de vue personnel, enfin voilà, pour moi, c'est ça, un Cléa réussi. Et aussi, j'allais oublier, on a parlé d'envie. Il y a l'envie chez l'artiste, chez le journaliste, mais pour moi, ce qui est aussi et fondamental, c'est l'envie d'un territoire d'accueillir un journaliste. Parce que sans ça, c'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage de la rencontre de 2 envies fortes finalement qui permet de pérenniser. Alors peut-être, j'ai précisé dans le chat, on va pouvoir ouvrir aussi aux participants qui nous écoutent d'autres retours d'expérience ou témoignages ou questions également à votre attention à toutes et tous. Mais merci d'ouvrir quand même cette voie sur et après. Et après le départ de l'artiste, comment ça se pérennise ces acquis vous l'avez dit, Madame Serrault, j'ai l'évoqué également en termes de qu'est-ce qu'on laisse, en quoi ça peut inspirer, y compris les pratiques professionnelles. Ça peut peut-être faire évoluer les pratiques professionnelles. Je ne sais pas si nos intervenants des territoires souhaitaient rebondir sur ce sujet ou si j'ouvre le bal des questions et avec les participants. Faites-moi signe, même si je ne vous vois pas toutes et tous.
Il y avait déjà Monsieur Kaczmarek qui avait levé la main. Donc, allez, Monsieur Kaczmarek. Excusez-moi, je peux Oui, peut-être pardon. Bien sûr, oui, Madame Olgado, allez-y, je vous en prie. Je pense que suite à cette résidences qui sont mises en place, il est important toujours de garder le lien avec les différents partenaires et les différentes structures, pas pour que justement ça soit juste une fois comme ça, qu'il y ait une résidence, quelque chose qui se passe et après on ne parle plus avec eux. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment entretenir ce lien avec eux et peut-être les orienter aussi et les aider à s'orienter vers d'autres dispositifs, comme par exemple Pleine d'été, les aider à peut-être réfléchir à eux-mêmes, essayer de monter des projets d'éducation artistique qui seraient vraiment une suite à ce qu'on a essayé de commencer avec eux, les associer à d'autres dispositifs aussi, bien entendu. Et puis, je pense également de les accompagner et de voir, je prends un exemple concret. On a mis en place une mission d'appui artistique avec différents professionnels de structure. Et en fait, c'est très intéressant de voir que l'artiste les a outillés, leur a donné envie, et de voir un peu qu'ils s'en sont emparés directement avec leur public et de voir un peu ce qu'ils ont construit avec eux. Donc là, on se dit, c'est bien en fait, ils ont compris, la démarche, elle a été intégrée et ils s'en sont emparés et ils font des choses par eux-mêmes. Voilà, mais je pense que l'important vraiment, c'est d'être présent aussi pour les accompagner, pour aller vers d'autres dispositifs. Merci, merci beaucoup. Monsieur Kaczmarek, vous aviez levé la main il y a quelques minutes, je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez là? Ça va? Très bien, très Voilà. bien. Elie Kaczmarek, donc vice-président cohésion sociale, politique de la ville à Douaisis Agglo. Ouais, ma question, c'est, vous savez, on est à quelques mois de prochaines échéances électorales, donc les élus, ils sont tous dans leur coin en train de réfléchir à l'avenir. Donc, ma première question, c'est ce dispositif, quelle pérennité dans le temps? Est-ce qu'on a un horizon fixé jusque 2030 et on a le temps de préparer des choses dans la durée pour les collectivités? Quel périmètre? Parce que là, on discute avec des intercommunalités. Est-ce que l'échelle communale pour une contractualisation sur un truc comme ça, c'est jouable ou pas? J'avais connu, moi, il y a longtemps, les résidences d'artistes, hein, on appelait ça comme ça, qui pouvaient être contractualisées entre la DRAC et les communes. Et on parle de politique de la ville et de QPV. Le QPV, c'est quand même, en termes de délimitation, c'est très strict. Il y a des quartiers QPV, on ne peut pas en sortir. Est-ce que quand on est à l'échelle communale, est-ce qu'on peut travailler à l'échelle de la commune, sachant que la commune dispose d'un QPV? Ou alors est-ce qu'on doit se limiter stricto sensu dans le périmètre qui est défini avec l'État territorialement? Et puis, bien sûr, la question, c'est combien ça coûte? Merci pour ces questions précises, Monsieur Kaczmarek. Je laisse les collègues de la DRAC, évidemment, vous répondre. Bien sûr. Merci, Florence. Il y a plusieurs questions dans votre question. La question de l'échelle sur les QPV, c'est, comme je le disais en introduction, justement le système de ces deux volets de webinaire aujourd'hui. Le premier sur les résidences missions en général, donc à l'échelle d'un EPCI, qui viennent naturellement proposer des propositions à destination des habitants des quartiers politiques de la ville comme habitants de ce territoire communautaire. Donc, on va être vraiment sur une proposition, on va dire, inscrite dans le cadre du CLEA qui se déploie à l'échelle de l'EPCI qui vient toucher naturellement tous les habitants, notamment ceux des QPV. Le deuxième cas de figure, c'est celui qu'on abordera à l'automne, c'est le programme quartier où là, les résidences sont vraiment spécifiquement pensées pour et avec les habitants des QPV. Bien sûr, il y a différentes échelles dans les QPV. Ça peut être une intervention à l'échelle d'une parcelle, notamment dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain où là, en dialogue avec la commune, on va vraiment identifier une parcelle où il y a un enjeu particulier. On va venir intervenir à l'échelle de cette parcelle.
On peut aussi avoir à l'échelle d'un quartier politique de la ville, de plusieurs aussi, soit de la même commune, soit du même EPCI pour favoriser l'interconnaissance, la mobilité, et bien sûr pour lutter contre le sentiment d'enclavement que peuvent ressentir les habitants des quartiers et pour favoriser la mixité sociale. Naturellement, l'action a vocation à aller hors des frontières stricto sensu du périmètre de la politique de la ville et de déborder, entre guillemets, sur des zones qui ne sont pas de la géographie politique de la ville, puisqu'il ne s'agit pas de faire des propositions stigmatisantes ou enfermantes, mais bien d'ouvrir aussi le quartier sur le territoire. Je ne sais pas si Charlotte Kerzan est encore là. Il me semble que oui, pour pouvoir répondre voilà. Ah bah merci Charlotte. Pour pouvoir répondre aux autres questions, notamment en termes de contractualisation, etc. Merci Charlotte. Oui, pour compléter ton propos, Florence, et je te remercie. Concernant l'échelle de contractualisation, on l'a rappelé lors de l'introduction, cette stratégie, elle se déploie exclusivement à l'échelle des EPCI et des intercommunalités, parce que c'est vraiment l'échelon le plus probant qui nous permet de toucher l'ensemble des habitants d'un territoire, de la plus petite commune au plus grand centre urbain. Et ces contractualisations, on ne l'a pas indiqué, en fait, elles se déploient sur 3 ans, renouvelables une fois, 2 fois, 3 fois, en fonction du souhait de la collectivité et des autres partenaires. Et concernant les modalités de financement, ces contrats sont cofinancés par la DRAC et par l'intercommunalité, sachant que le soutien de la DRAC vient exclusivement abonder la rémunération artistique qui est soclée dans le cadre de ces résidences missions. C'est-à-dire que quel que soit le contexte d'intervention, que ce soit dans une résidence mission quartier, dans une résidence mission à l'échelle d'une intercommunalité ou dans d'autres dispositifs, la rémunération reste identique, quel que soit le contexte. Tu me permets un petit Vas-y, complément? vas-y. Toujours dans le fil de ce que les collègues ont pu déjà vous préciser, Florence et Charlotte, se dire aussi que l'échelon intercommunal, il crée les conditions d'un choix politique fort où s'exercent les questions de solidarité territoriale. Et que pour nous, ça fait sens de ne pas s'adresser uniquement aux villes-centres, mais de vraiment identifier, accompagner les EPCI dans leur prise de compétences culture, mais pas uniquement culture, et dans leur démarche d'aménagement culturel du territoire, par des projets fédérateurs. On voit à quel point l'éducation artistique et culturelle est souvent un des premiers axes qui fait communauté, qui fait intercommunalité, qui sacralise positivement le fait communautaire. Et donc, c'est aussi autant d'occasions de dialogue et de donner une réponse très claire à une multitude de villes et de villages en fonction aussi des territoires, sur le fait que non, tout ne se passe pas dans une ville-centre et l'intercommunalité n'est pas au service d'une ville-centre. Parce que les artistes, journalistes qui ont pu s'exprimer tout à l'heure de manière très précise et très claire aussi sur la manière dont ils ont vécu les choses, c'est eux qui sont mobiles. Ils créent les conditions de cette mobilité, ils créent les conditions du dedans-dehors. On sait à quel point, dans le cadre de la question de la politique de la ville, la question du dedans-dehors est absolument essentielle pour pouvoir faire bouger les habitants et faire venir aussi dans les quartiers. Le fait qu'on soit sur des contractualisations de 3 ans avec un engagement politique fort, ça socle aussi durablement. On n'a pas, la collectivité intercommunale, elle n'a pas besoin d'avoir la compétence culture. Nous, on s'en fiche, c'est pas un prérequis. Même à la limite, parfois, c'est presque parfois plus simple parce que ça lui permet de créer des conditions de synergie, d'animation de son territoire, d'animation du fait communautaire. Et puis, ça permet aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Donc nous, on est très chanceux, on s'aperçoit de participer à ces éléments de dialogue qui constituent une identité du fait artistique, du projet artistique. Et les artistes sont ces révélateurs-là. Révélateurs, ça a été dit tout à l'heure, révélateurs des forces, des faiblesses, des envies, des besoins. Et puis aussi vecteurs, Madame Serrault le disait tout à l'heure,
comment dire, de la mise, à la fois de la mise en valeur et de la fierté, à la fois d'un territoire et des populations que ça compose. Et ça, c'est absolument magique que quand tout ça se produit à la faveur d'un projet fortement porté politiquement, mais qui a l'ambition d'être révélé par un axe artistique et culturel. Et donc, pour nous, ça, c'est essentiel aussi si on vise, comme j'avais pu l'évoquer avec vous en propos introductif, la généralisation et de donner vraiment l'impression à toutes et toutes de ne pas les laisser parce qu'ils bénéficieraient positivement d'un bassin de vie et d'un découpage territorial s'adresser à tous ceux qui sont en dehors. Alors par contre aussi, et Florence l'a évoqué, sur les différentes formes, la manière dont on prend en compte les strates territoriales, puisque bien sûr, vous avez raison, il faut qu'on arrive à répondre à tous ces niveaux de millefeuille que constitue l'ensemble des territoires et la manière dont ils sont aujourd'hui, comment dire, j'allais dire labellisés, non, comment dire, estampillés en fonction de leur particularisme. Si on vise toujours cette généralisation, l'entrée EPCI n'empêche pas pour autant soit d'avoir, comme dans le domaine et dans le champ des ruralités, d'avoir un axe très fort à destination de territoires fortement marqués par la ruralité. Ça a été illustré, ça a été indiqué aussi par Véronique Olgado pour le territoire de Maubeuge-Val-de-Sambre. Au contraire, ça peut être absolument une force, et là c'est le cas illustré, de se dire on crée les conditions ensemble de s'adresser en priorité à un territoire 100% cohésion sociale, où là, notamment, l'ensemble de la population qui relève de la géographie prioritaire de la politique de la ville a toute sa place. Et l'entrée intercommunale, elle n'est pas un frein à ça. Elle n'est pas, c'est au contraire, elle est autant d'occasions de le partager et puis aussi de ne jamais oublier tous les territoires euh, périphériques qui sont notamment pour certains d'entre eux aussi dans l'halo de pauvreté et qui parfois, et souvent même, mais je ne suis pas spécialiste de la question, c'est Florence qui maîtrise ça bien mieux que moi, sont aussi ceux qu'on a envie de cibler dans notre action et qui ne font pas l'objet de la critérisation de la politique de la ville. Voilà, j'espère qu'on a pu à trois voix répondre à ces questions d'échelle, d'enjeux et de contractualisation, mais en tous les cas, rien n'empêche rien. Donc, c'est vraiment un effet de la volonté et on essaye le plus possible de fonctionner sur le principe de la mobilisation aussi hein, de la collectivité. Elles ne répondent pas tous de la même manière et certaines d'entre elles ne veulent pas non plus s'engager. Donc voilà, donc on essaie de faire une couverture maximale. Merci beaucoup pour ces réponses précises et j'espère, Monsieur Keshmari, que voilà, répondre à vos préoccupations et vous permettront d'alimenter la stratégie de votre territoire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, souhaits de témoignages également? On a des professionnels à la fois en charge de la politique de la ville ou en charge de l'action culturelle. Enfin, voilà, est-ce que vous souhaitez vous aussi faire part de vos retours d'expérience ou de vos questionnements sur comment on met en place, ou comment on pérennise aussi ensuite une telle démarche. Je sais qu'il y a déjà quelques participants qui devaient nous quitter et je ne vous cache pas que bien sûr nous approchons de la fin, chacun a des obligations ensuite. Pas de souhait de témoignage des uns et des autres. Alors peut-être avant de conclure, je vais proposer à nos intervenants s'ils le souhaitent. Enfin, il s'est déjà dit énormément de choses effectivement dans ce webinaire. Alors pour toutes les questions, vous redire. Alors oui, ceci dit, c'est sur l'appel à projet en cours relatif à Cartier. J'allais évacuer cette question au webinaire de l'automne, mais si l'appel à projet est en cours, il y a peut-être besoin de précision. Est-ce que, Florence, vous souhaitez prendre la parole sur la question qui vient d'apparaître dans le chat de la part de l'agglomération de la Porte du Hainaut? Oui, bien Merci sûr. beaucoup. Donc, je réponds effectivement, l'appel à projet est en cours. On aura l'occasion d'en rediscuter si vous le souhaitez, Monsieur Mosselin. Pour le moment, on est vraiment sur les QPV puisque
aussi sur cet appel à projet, il y aura des financements possibles sur le BOP 147. Donc, on sera vraiment sur les QPV et avec, bien sûr, l'extension à ces territoires périphériques dont parlait Peggy Leroy et donc ces poches de pauvreté et ce halo de pauvreté. Mais pour le moment, c'est vraiment s'appuyer sur un QPV, quitte à intégrer ces territoires périphériques qui étaient avant les anciens quartiers de veille et qui restent avec des indicateurs de pauvreté assez importants. Mais néanmoins, on est, s'agissant du cadre d'intervention de la DRAC en matière de politique de la ville, il y a une prise en compte de ces halos de pauvreté, mais sur des résidences qui se déploieront en s'appuyant sur un déploiement sur le QPV. J'espère avoir répondu à votre question, mais voilà, parfait, merci beaucoup. Parfait. J'ai répondu. J'en profite pour remettre, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas eu, la page du site de la DRAC sur le programme quartier qui est effectivement en cours. L'AMI est en cours et on a réactualisé ce cahier des charges. Donc, vous pouvez en prendre connaissance et ce sera l'objet du prochain webinaire de l'automne. Merci beaucoup, Florence, pour ces précisions. Et donc, peut-être pour terminer ce webinaire, si nos intervenants et témoins le souhaitent, voilà, je propose à celles et ceux qui le souhaiteraient de pouvoir nous faire part d'un dernier mot, y compris en termes de perspective. Enfin, c'est qu'on l'a évoqué rapidement, finalement, sur comment le territoire se saisit des acquis de ces résidences missions, quelle trace est laissée, comment l'ingénierie s'en saisit pour faire évoluer ses pratiques. On a parlé de fierté des habitants, en quoi ça nourrit aussi un nouveau projet de territoire ou un renouvellement des actions par les porteurs de projets. Voilà, ce que vous souhaitez nous dire pour terminer avant un mot conclusif. Si quelques-uns et ou ce que vous aviez oublié de dire en premier témoignage, je vous laisse. Colette Dréan, je vous en prie, allez-y. Bah, peut-être pour rebondir et compléter finalement ce que j'avais aussi envie de partager avec vous, c'est justement et ça répond au moins, en tout cas ça donne des pistes par rapport à la question que vous posiez, c'est la diversité des déclinaisons. On a parlé des résidences quartiers, mais finalement au sein des territoires, ça ouvre aussi sur d'autres types de déclinaisons. Comment les porteurs de projets ou les collectivités s'en emparent pour d'autres croiser avec d'autres enjeux de leur territoire. Je pense notamment à des croisements avec d'autres dispositifs labellisés du ministère de la Culture. En tout cas, on a plusieurs expériences, nous, en lien avec le réseau des villes et pays d'art et d'histoire, qui est plus porté sur la valorisation de l'architecture, du patrimoine, des paysages d'un territoire, en lien aussi avec une politique réellement d'accès et de partage avec les publics. Ces résidences missions sont déclinées en résidences de territoire, d'actions culturelles, pour accompagner, renforcer ou mieux faire s'approprier, reconnecter avec les habitants et d'autres dispositifs. Notamment sur pays d'art et d'histoire, on a par exemple sur la communauté d'agglo de Lens-Liévin des résidences qui ont déjà eu lieu et une autre qui se déroule aujourd'hui pour reconnecter la partie rurale du territoire à sa partie plus urbaine et minière, par exemple. On a aussi d'autres types d'expérimentations menées par d'autres organismes qui s'en emparent par rapport à leur propre mission. Je pense notamment au Centre de recherche sur le développement durable, CERD, qui pendant 2 ans a intégré des résidences missions dans son programme Archipel, un programme plus large sur les capacités d'adaptation au changement climatique, au réchauffement, etc., aux transitions. Et puis un autre exemple, c'est le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale qui, depuis plusieurs années maintenant, intègre aussi ce dispositif pour favoriser
l'appropriation par les habitants de programmes du parc tels que une stratégie d'éclairage nocturne, par exemple, ou bien les problématiques de gestion des eaux. Enfin, voilà. Donc, c'était juste éclairer et montrer comment ça peut aussi rebondir et comment les territoires s'en emparent. Merci beaucoup pour ces éclairages complémentaires, Colette Dréan. Madame Kerzan, vous souhaitiez Oui, je me permets intervenir? juste de faire aussi un petit pas de côté puisque Véronique Olgado l'évoquait, le programme Pleine d'été, qui est un programme de diffusion d'impromptus artistiques qui se déploie au cours de la période estivale, qu'on déploie chaque année et qui permet aussi à des artistes, une cinquantaine environ, de pouvoir traverser les territoires et proposer des diffusions de courte durée, très légères techniquement, et qui peuvent s'adapter aussi à une grande diversité de contextes. Et dans le cadre de ce programme, vous pouvez aussi solliciter l'intervention d'un artiste au cours de la période estivale. Donc le programme Plein d'été, il se déploie du 21 juin au 21 septembre. Peut-être que dans la petite fenêtre de discussion, je peux vous indiquer la boîte mail générique Pleine d'été. Et si vous êtes intéressé pour pouvoir accueillir un impromptu dans ce cadre-là, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous mettra en relation avec les artistes ou les équipes artistiques qui interviennent sur votre territoire d'implantation. Merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant. L'été est très proche. Oui. Et donc, effectivement, Florence a mis le lien sur la page, mais n'hésitez pas à mettre la boîte mail en complément dans le chat pour permettre aux participants de s'en rapprocher. Madame Olgado, est-ce que vous souhaitiez... Oui, je vous en simplement prie. pour conclure de mon côté, ce que j'ai envie de dire aux professionnels de la politique de la ville qui sont sur le webinaire, c'est de soyez curieux, tentez. Rien n'est imposé, mais vraiment, vous aurez la chance de vivre quelque chose de magique, j'ai envie de dire. Et puis aussi, les dispositifs créent des collaborations aussi entre structures qui, pour le coup, se sentent parfois moins seules. Et ça permet aussi de créer des projets entre professionnels qui se connaissaient pas bien, forcément, peut-être, et puis de donner des envies. Voilà, donc c'est vraiment soyez curieux. Merci beaucoup pour ce dernier mot. Est-ce que, du côté de nos autres intervenants et témoins, souhaitez un petit mot de la fin ou... Écoutez, je pense que nous allons rester sur ce mot de Madame Olgado. Merci à toutes et à tous. Un webinaire très riche. Le replay sera disponible sur notre site internet dans les prochains jours. Et puis, on vous donne rendez-vous, Florence Lemoine l'a dit, pour un prochain webinaire à l'automne autour du programme Quartier. Florence, vous aviez introduit, je peux vous laisser dire un petit mot de la fin. Merci Morgane. Je reprendrai le mot de la fin de Véronique. Effectivement, soyez curieux. Je trouve que c'est exactement ça. Rejoignez cette aventure. On se retrouve donc à l'automne. Et d'ici là, on reste à disposition si vous avez des questions sur le programme Quartier dont l'AMI, je le rappelle, est en cours. J'ai mis dans la barre de conversation le lien. Et donc, après avoir abordé les résidences missions dans leur ensemble, les enjeux, les conditions de réussite, les enseignements, les acquis sur qu'est-ce que ça crée sur le territoire, comment ça met en mouvement un territoire. Et je remercie vraiment encore une fois tous les intervenants et intervenantes de ce matin. On aborde